Les immigrants étonnés du coût de la vie au Canada. Ça, c'est un article qui m'a intéressé. Parce que quand on parle d'étonnement du coût de la vie au Canada, j'ai plus l'impression que ça va beaucoup plus concerner la communauté afro-caribéenne. Parce que dans notre communauté, le fait de se préparer pour une meilleure intégration est minimisé par la majeure partie d'entre nous. C'est du genre qu'on est toujours appelé à improviser. L'improvisation est notre quotidien. Et je suis très certain que quand on a fait ce sondage, ces statistiques parmi les gens qui ont dit que les immigrants sont étonnés du coût de la vie au Canada, quand on a interrogé les 2104 personnes pour faire ce sondage, je suis que dans notre communauté, on est peut-être 80% parmi ceux-là qui disent être étonnés du coût de la vie au Canada. Parce qu'on banalise l'intégration. On banalise la préparation avant d'arriver ici. On se dit que non, moi je connais. Ok? Je connais, donc je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'aide. Même si ça fait plusieurs années qu'elle est là-bas, je ne vais pas l'écouter. Je vais moi-même découvrir comment ça se passe au Canada. L'article sur lequel je vais me baser, il est sorti le 18 mars 2024 et ça a pour but que toi qui m'écoutes, qui es sur le point d'arriver au Canada ou qui est déjà au Canada et que tu es nouvellement arrivé, ne banalise pas l'intégration. L'intégration est la clé pour que tu puisses gagner en temps et que tu fasses le moins d'erreurs possible. Ok? Ce n'est pas une obligation. Tu peux banaliser, tu peux continuer à demeurer dans l'improvisation. Mais ne sois pas surpris que, au lieu d'éviter certains problèmes, tu vas tomber sur les mêmes problèmes que les gens qui étaient là avant toi sont tombés parce que tu ne voulais pas écouter les gens. Tu ne voulais pas écouter. Ce n'est pas une petite étude. Quelques 80 questions ont été posées à 2104 personnes qui habitent au Canada depuis moins d'une décennie. Jamais Léger n'avait procédé à un tel exercice. Les résultats seront dévoilés mardi lors d'un webinaire. L'une des questions les plus intéressantes concerne l'adéquation entre les attentes de la réalité et la réalité en matière du coût de la vie. Pas moins de 84% des répondants trouvent que vivre au Canada est plus coûteux qu'ils ne le croyaient avant de sauter dans l'avion. Vous à moi, quand un Français quitte la France pour venir au Canada, est-ce que vous pensez qu'il se prépare mieux que nous qui sommes en Afrique ou dans les Caraïbes? Ou quand un Allemand quitte pour venir s'installer au Canada? Ou quand un Belge quitte pour venir s'installer? Est-ce que vous pensez qu'il se prépare mieux? Honnêtement, arrêtons de essayer de toujours... Essayons un peu de se mirer. On regarde un peu. Selon cette phrase-ci. Quand on dit... Pas moins de 84% des répondants trouvent que vivre au Canada est plus coûteux qu'ils ne le croyaient avant de sauter dans l'avion. Cette phrase, si on est honnête, elle nous concerne en tant que communauté. Pourquoi? Parce qu'on banalise l'intégration. La moitié des immigrants qualifient même l'écart de significatif. Non, ce n'est pas un petit écart, hein, que ça coûte moins cher. C'est trop, l'écart est trop grand. Moi, quand je lis ça, je sens vraiment que la journaliste a voulu nous couvrir. On doit nous dire que non, les gens là qui parlent là sortent peut-être du Cameroun, sortent peut-être de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Mali, du Sénégal. Pourquoi on ne va pas se préparer? On banalise tellement ça et ça me fait mal de le lire. Et vous allez voir la suite. Maudit que ça coûte cher de vivre au Canada. C'est ce qui ressort le plus pour moi. Il n'y a même pas le tiers des nouveaux arrivants qui sont propriétaires d'une maison. Vivre au Canada, c'est devenu difficile, particulièrement pour les gens issus de l'immigration. Ça, c'est une phrase. Vivre au Canada, c'est devenu difficile, particulièrement pour les gens issus de l'immigration. Ce n'est plus... Je veux dire, avant, tu pouvais encore essayer d'improviser. Mais avec l'inflation et la nouvelle façon de vivre, si tu t'amuses à vouloir improviser en ces temps-ci, tu vas vraiment souffrir. Prends-moi, crois-moi sur parole. Tu pouvais encore t'amuser les autres années, mais ces périodes-ci là, quelqu'un qui ne se prépare pas bien, qui ne prend pas des informations comme il faut, qui ne fait pas des recherches comme il faut, qui n'anticipe pas au niveau de son logement, même étant en Afrique,
comme il faut, il va avoir de sérieux problèmes quand il va arriver sur le territoire canadien. Je vous le dis, je vous le répète, que vous le vouliez ou pas, que vous acceptez ça ou pas, ce sont des faits. Ce n'est pas moi qui dis. Vivre au Canada, c'est devenu difficile, particulièrement pour les gens issus de l'immigration. Je remplacerai en disant particulièrement pour des gens qui ne se sont pas bien préparés avant d'arriver au Canada. Oui, parce que même quand tu es préparé, c'est difficile pour toi. À combien de raisons que quelqu'un qui n'est pas préparé? Tu vas aller d'étonnement en étonnement et c'est de mauvais étonnements. D'étonnement en étonnement, en étonnement, en étonnement, en étonnement, en étonnement. Tu vas comme ça dire, mais attends, je ne savais pas, hein, je ne savais pas, hein. Non, c'est pas que tu ne savais pas, c'est que tu n'étais pas bien préparé. Parce que celui qui était préparé, même si c'est difficile, psychologiquement, il supporte que celui qui est seulement surpris chaque jour. Tu supportes. Bref, on va continuer. On va continuer. Quand on leur demande de qualifier leur situation financière, 13% se placent dans la catégorie des pauvres, tandis que 60% croient faire partie de la classe moyenne inférieure. Ok? Ça ne laisse que 19% dans la classe moyenne supérieure. Les autres ne savaient pas ou préféreraient ne pas répondre. Il faut qu'on lise ça. Quand on leur demande de qualifier leur situation financière, 13% se placent dans la catégorie des pauvres. 60% dans la catégorie, je veux dire, on a divisé la classe moyenne en deux. La classe moyenne des pauvres, la classe moyenne de ceux qui commencent à lever la tête. Donc, dans la classe moyenne, la pauvre, là, il y en a 60%. Donc, elle a été gentille. Moi, je dirais même que dans les 60%, là, ça devait être, on devait ajouter ça on devait mettre 13% plus 60% de la classe moyenne des pauvres, ça ferait 73% de la catégorie des pauvres. Je veux dire, 73% de personnes, quand ils arrivent ici, là, ok, parce qu'ils n'étaient pas préparés, vont commencer à faire comme ça, là. On va faire comment? On va faire comment? Hein? Comment on fait ici pour payer ça? Comment ça se... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut faire attention. Quand on leur demande de qualifier la situation financière, 13% se placent dans la catégorie des pauvres. Tandis que 60% croient. Ils ne sont même pas sûrs. Croient faire partie de la catégorie, de la classe moyenne inférieure. Ça ne laisse que 19% dans la classe moyenne supérieure. Les autres ne savent pas ou préfèrent ne pas répondre. Bon, maintenant, pour quelle raison avez-vous immigré au Canada? Les gens pouvaient choisir plus d'une réponse. Les gens ont immigré, 49% disent que c'était pour une meilleure qualité de vie. 46% disaient que c'était pour une meilleure niveau de vie pour mes enfants. 35% occasion financière, 30% occasion études, 24% occasion d'études pour mes enfants et 18% réunification familiale. Malgré tout, les nouveaux arrivants sont majoritairement satisfaits de leur nouvelle qualité de vie. 67% la qualifiant de meilleure que celle que leur offrait leur pays d'origine. C'est normal, parce que même si c'est difficile, tu as la capacité d'avoir un emploi qui te permet de vivre, ok, au quotidien. Même si c'est chaud, tu peux quand même payer, te battre pour avoir au moins le minimum en fait. Une proportion quand même significative de 14% juge que le Canada leur procure une qualité de vie inférieure. Voilà qui laisse pantois. Comme moi, ça c'est la journaliste, Christian Bourque a été frappé par le résultat de la question. Si c'était à refaire, immigreriez-vous encore au Canada? Les journalistes posaient des questions à tous ceux à qui on a fait le sondage. Puisqu'une personne sur 3 a répondu non. Cette proportion plutôt élevée rappelle à quel point le déracinement et l'adaptation ne sont pas faciles à vivre. Même dans un pays où 82% des nouveaux arrivants se trouvent bien accueillis. Je veux dire que même si le Canada te reçoit bien, même si on te donne toutes les infrastructures, tant que personnellement tu n'es pas préparé, mon frère, le choc là, ça va être chaud. On te dit qu'une personne sur 3 dit que si c'était à refaire, revenir au Canada là,
la personne ne reviendrait pas. Pourquoi l'intégration? Il est par ailleurs assez déprimant d'apprendre que 59% des nouveaux arrivants ont été capables de se trouver un emploi dans leur domaine d'études ou d'expertise. Ok, c'est seulement, on veut dire sur 100%, c'est simplement 59% de personnes. Donc ça veut dire que 41% de personnes qui viennent au Canada ne travaillent pas dans leur domaine d'expertise. Si on prend sur 100% de personnes qui arrivent, 59% trouvent l'emploi dans leur domaine qu'ils avaient laissé et 41%, ok, travaillent dans autre chose parce qu'ils n'ont pas trouvé le travail dans leur domaine. C'est quand même fort ça. D'autres facteurs viennent aussi nuire à l'emploi. Absence d'expérience de travail au Canada, 46%. Réseau de contacts inexistant, 35%. Différence dans le processus d'embauche, 23%. Biais ou discrimination, 21%. Langue, 18%. Seul 1,9% dit n'avoir rencontré aucun défi particulier pour se trouver un travail. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit que de tous ceux qui viennent là, oui, il y en a qui ont 59% de gens ont été capables de trouver un emploi dans leur domaine. Mais de façon générale, on te dit que 9% dit n'avoir aucun. Je veux dire, quand il est arrivé, comme une lettre à la poste, il vient, il trouve un emploi, la vie continue, ça roule, tout va bien. De son arrivée à son appartement, à sa première carte de métro et tout ça, on te dit que c'est seulement 9% de personnes. C'est seulement 9%. Quand est-ce que vous allez prendre au sérieux l'intégration, mes frères? Quand est-ce que vous allez prendre au sérieux le fait de ne pas badiner avec le fait de se préparer pour le Canada? Quand est-ce que vous allez arrêter de toujours être dans l'improvisation? Parce que si tu t'amuses comme ça, ça va être encore de plus en plus chaud. Parce que je parle comme ça, quelqu'un va m'écouter, va dire, le Canadien, il a raison, hein, et après, il va refaire la même chose. Parce que la personne ne veut pas être enseignée. Pourquoi? Parce que la personne veut dire qu'il veut faire ça par moi-même, je suis quand même un adulte. Si tu ne veux pas écouter les gens qui sont ici, les gens animés de bonne foi, si tu ne veux pas écouter, parce que tu vas improviser, tu vas faire partie de la catégorie de ces personnes-là. Et je te rappelle que le sondage était à plus de 2100 personnes à qui on a posé la question. Oui. On dit encore que parmi les répondants, 37% sont titulaires d'un baccalauréat. 28% d'une maîtrise. Écoutez-moi très bien. Ce ne sont pas des gens qui sont sous-éduqués. Hein? Quand on te dit que seul un maigre 9% dit n'avoir rencontré aucun défi particulier pour se trouver un emploi. Et dans cette catégorie de personnes-là, cette grande catégorie de personnes, on te dit que dans cette catégorie de personnes, 37% sont titulaires d'un baccalauréat. Je ne dis pas d'un baccalauréat. 28% d'une maîtrise et 4% d'un doctorat. Il n'est donc pas étonnant qu'après leur arrivée au pays, les nouveaux arrivants mettent en moyenne 20 mois à devenir autosuffisants financièrement. Je vais recommencer cette phrase. Il n'est donc pas étonnant qu'après leur arrivée au Canada, les nouveaux arrivants mettent en moyenne. Moi, je dis que c'est même plus de. Parce qu'en moyenne, c'est une belle. Quand on dit en moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais il y a plus de gens que ce soit plus que ce soit moins. Je vais recommencer. Quand on te dit en moyenne 20 mois à devenir autosuffisant financièrement, ça veut dire qu'il y a plus de gens que ce soit plus de 20 mois, que ce soit moins de 20 mois pour que tu sois autosuffisant, que tu commences à payer tes factures par toi-même sans stresser. Parmi les répondants qui habitent au Canada depuis moins de 5 ans, 45% ont indiqué ne pas encore être autosuffisants. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Je vais recommencer. Parmi les répondants qui habitent au Canada depuis moins de 5 ans, 45% ont indiqué ne pas encore être autosuffisants. La proportion diminue à 22% dans le groupe arrivé depuis 6 à 10 ans. Donc, ceux qui sont moins de 5 ans là, on te dit que 45% n'ont pas encore trouvé leur autonomie financière.
Et dans la catégorie de ceux qui sont là entre 6 à 10 ans, on te dit que 22% dans les 6 à 10 ans. Moi, je pense que c'est plus. Moi, je pense que c'est plus. Entre 6 à 10 ans, on te dit que 22% n'arrivent toujours pas. Moi, je dirais même 30% n'arrivent toujours pas à trouver leur autonomie financière. Certains immigrants ont tout de même une situation financière enviable. Parmi les propriétaires immobiliers, par exemple, 45% déclarent que la valeur de leur résidence se situe entre 500 000 et 1 million de dollars. Pas moins de 13% possèdent une résidence de plus de 1 million de dollars. Malheureusement, on ne peut pas comparer ces données avec celles des Canadiens de naissance. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, peut-être qu'elle n'a pas compris ça, mais moi, je peux vous dire. Quand on arrive souvent ici, là, on a le gros cœur. La banque te dit, oh monsieur, vous venez d'arriver, quand on regarde votre crédit, vous pouvez prendre une maison de 500 000 dollars. Vous pouvez prendre une maison de 1 million de dollars. Mais les natifs canadiens, quand on leur dit que 500 000 dollars, ils vont aller chercher une maison peut-être de 300 000. Parce qu'il sait que 500 000 dollars, là, ça va me caler au cou. Mais nous, comme on pense que quand la banque nous prête l'argent, c'est notre argent, on nous dit qu'on a une limite, on peut aller jusqu'à 500 000 dollars pour trouver la maison, on ne va pas réfléchir comme les natifs. Et quand ça va nous caler au cou et qu'on va travailler seulement pour payer la maison, payer les voitures parce qu'on veut montrer qu'on a réussi, ça va nous caler au cou. Donc quand je vois ces chiffres-là, ce n'est même pas satisfaisant, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que comment les nouveaux arrivants peuvent avoir des maisons entre 500 000 et 1 million de dollars si ce n'est pas que leur crédit est bon et la banque leur dit que non, monsieur, vous pouvez aller jusqu'à 500 000. Vous pouvez aller jusqu'à 1 million. Et eux, ils acceptent parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont réussi. C'est ça ici. Certains immigrants ont tout de même une situation financière enviable. Parmi les propriétaires immobiliers, par exemple, 45% déclarent que la valeur de leur résidence se situe entre 500 000 et 1 million de dollars. Je ne dis pas que quelqu'un n'a pas la capacité d'acheter en tant que nouveau arrivant. Mais j'entends tellement d'histoires que des gens prennent des maisons sans pour autant... Je veux dire, ils prennent selon comment le banquier leur dit. Quand on regarde le crédit, on regarde la situation financière, on dit que oui, monsieur, quand on regarde votre crédit et votre situation financière et vos emplois, vous pouvez aller jusqu'à 500 000. Très peu dans notre communauté va dire, ok, bon, même si je peux aller jusqu'à 500 000, je vais prendre une maison qui a peut-être à 300 000, 350 000. Bon, c'est sûr que les réalités actuelles du marché, les maisons commencent à partir de 500 000, 400 000, 500 000, les maisons unifamiliales. Oui. Mais, de façon générale, il y a peut-être 3-4 ans par là, cette réalité que je vous raconte là, c'est ce qui se passait. L'étude du sondage léger nous apprend aussi que 14% des immigrants envoient de l'argent à des personnes de leur pays d'origine chaque mois et que 28% ont des investissements à l'étranger. De bonnes nouvelles. Et là, ce qui m'a aussi frappé, on dit que ce portrait financier des immigrants est intéressant car il met en lumière les épreuves financières qui s'ajoutent à toutes les autres embûches qui font des manchettes. Même nés au Québec, bien de gens peinent à comprendre le fonctionnement des REER, des CELI et toutes ces choses. Bref, là on parle des assurances, c'est pas sur ça que je voulais mettre l'accent. Donc, moi, je fais cette vidéo qui est assez longue pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'intégration. Avant, on pouvait improviser. Pourquoi? Parce que le coût de la vie pouvait nous permettre ça. Mais mes frères, je vous en supplie, je vous implore. Il est très important de bien se préparer avant d'arriver au Canada. Le Canada avant pouvait encore tolérer la mauvaise préparation, mais le Canada d'aujourd'hui ne peut plus tolérer ça. Donc, si tu m'écoutes et que tu es là, il n'est pas trop tard pour continuer à t'intéresser à l'intégration, savoir comment ça se passe et toutes ces choses-là. Prendre des informations comme il faut, t'approcher d'autres communautés, écouter les natifs, écouter aussi ceux des Africains ou des Caribéens qui étaient là avant toi, mais qui sont animés de bonne foi pour te donner des conseils. Écoute-les, ça te fait plus gagner en temps que d'autres choses. Et toi qui es encore en Afrique, écoute les vidéos qui t'instruisent, ou même qui ne te flattent pas au sens du poids, mais qui t'instruisent. Lis, va dans les forums, écoute, renseigne-toi. Renseigne-toi. Je sais qu'il y a comme le mythe, le secret,
parce qu'on a peur d'avoir des mauvais sorts pour nos voyages. Je peux comprendre ça, mais tu peux écouter, lire dans des forums, avoir comme un compte fantôme et apprendre des choses sur le Canada, écouter des vidéos pour que tu puisses être à jour sur ce qui se passe. Parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, ça risque de ne pas être bon pour toi en fait. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère qu'elle va te booster, elle va t'encourager afin que tu deviennes une meilleure version de toi ici au Canada. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.